Donc avant de procéder à l'opération du professeur Lucien Benaïm qui a bien voulu venir, et super, c'est vraiment un super cadeau parce que comme il doit reprendre l'avion demain de Paris, il a vraiment fait l'aller-retour juste pour être là pendant 2 heures avec nous. Et je crois qu'on peut le remercier. Et je ne pense pas qu'il le vive comme un effort. Merci Lucien Benaïm. Donc avant, on va vous montrer 2 outils de la gestion des risques. Alors un outil, c'est quoi? C'est tirer profit d'une expérience. Donc il se trouve que Lucien Benaïm était déjà DGS quand il y a eu les problèmes de l'ERICA. Donc évidemment, il a pu en tirer des enseignements. Donc il a eu l'idée d'en faire des outils pédagogiques qui comportent quasiment tout l'historique, toutes les notes, et surtout tout ce qu'il faut faire dans un cas semblable. Et coup de bol, au moment où on finit... Enfin non, coup de bol, mauvaise expression. Synchronicité, le prestige coule. Et donc, effectivement, c'est assez utile. Donc, on va vous montrer la partie vidéo de cet outil. Et ensuite, un extrait de la partie vidéo d'un autre problème qui peut se poser, que vous avez vu dans le titre, c'est la naissance de nouvelles épidémies, de nouvelles maladies. En l'occurrence, on a retenu la légionellose. Donc, voilà la tête que ça a, le CD. Donc, c'est l'ERICA. Il y en a 3 qui existent, c'est l'ERICA, la légionellose et le cluster de Vincennes. Mais ça sera pour une autre année. Je parle pour le festival, parce que là, il est fait. Donc Aldo, si tu peux envoyer le premier sujet, donc l'ERICA. Avec du son génial. Dans une mer déchaînée, Dans le domaine de la santé publique, il existe de nombreuses situations dans lesquelles on fait face à des dangers ou face à des risques et dans lesquelles il faut tout de même prendre des décisions de gestion du risque. Comment prendre ces décisions en forte incertitude? Comment appliquer le principe de précaution sans tomber dans la recherche de ce qu'on appelle le risque zéro? Comment faire en sorte que les différents acteurs comprennent et partagent la même vision du risque, en tout cas connaissent à la fois le risque que l'on mesure et à la fois les incertitudes que l'on a sur le sujet. On ne peut pas apporter une réponse complète et définitive à cette question, mais à travers différents exemples, on peut arriver à développer une culture du risque. C'est l'objet et l'objectif de cette série. La cargaison de 30 000 tonnes est en grande partie toujours emprisonnée dans des sas étanches du navire, mais le risque de marée noire n'est pas totalement écarté. Nous y reviendrons dans un instant, mais d'abord, retour sur ce naufrage avec Jacques Deveau et Gabriel. Voilà le chemin parcouru par la nappe. Une nappe scindée en bulles compactes circulaires. Il devient impossible d'en estimer leur nombre. Certaines sont aussi petites qu'une méduse, d'autres, gonflées par l'eau de mer, sont immergés. Les localiser s'avère impossible. Seul cet avion des douanes équipé de caméras infrarouges peut les détecter. Dans une situation comme celle-là, il y a de très nombreux acteurs avec chacun des logiques très différentes. Il y a bien entendu des scientifiques qui font des mesures de risque, d'exposition. Il y a les services de l'État qui ont des responsabilités en termes de gestion du risque. Il y a les bénévoles, les gens qui ont été exposés. Il y a les maires des villes en question dont toute l'économie repose sur soit d'une part les huîtres, les marais salants, ensuite les plages, et tout le tourisme. Il y a les gens qui vont aller sur ces plages et qui sont partagés. Il y a bien entendu l'entreprise qui est concernée directement
par la marée noire en question. Il y a les journalistes, les médias qui interviennent et qui, bien entendu, ont à la fois, c'est une situation à forte émotion, donc peuvent montrer des images ou peuvent en parler dans les journaux, puis en même temps veulent comprendre ce qui se passe. Et donc chacun des éléments que vous allez toucher dans cet énorme puzzle va entraîner des réactions des uns et des autres. Chacun a des positions contradictoires et donc, quelle que soit la position que vous prenez, elle va entraîner une réaction et il va y avoir donc beaucoup de débats. Et c'est là où l'évaluation du risque que vous faites et la façon dont vous formulez cette évaluation du risque et la façon dont vous êtes en mesure de pouvoir la défendre joue un rôle considérable pour éviter la crise. Donc parmi les acteurs qui interviennent sur une crise comme ça, qu'ils soient au niveau national ou local, on a une intervention assez forte des DAS. Avant même que la marée noire de l'Erika touche les plages, on s'est posé un certain nombre de questions immédiates sur les risques qui pouvaient être associés au point de vue sanitaire. D'une part, évidemment, la conséquence sur la pêche et d'autre part, la conséquence sur la consommation des produits, les coquillages, les huîtres. On est quelques jours avant Noël, 99. Donc c'est les premières questions qu'on s'est posées. Mais au-delà de l'impact écologique, les premières victimes de la marée noire, ce sont bien les pêcheurs. Dans le port du Guilvinec, où ce soir les bateaux sont consignés, autant pour cause de réveillon que de tempête, l'heure est à l'amertume. Super réveillon. On s'est posé des questions sur qu'est-ce que l'on peut dire sur la toxicité de ce produit-là, quels sont les partenaires qui peuvent nous aider, comment on peut le doser dans l'air. Et puis, on a réalisé des prélèvements conservatoires avec certains usages qui nous concernent au niveau DAS, qui sont la qualité de l'eau qui sert à alimenter les thalassothérapies, la qualité de l'eau qui rentre dans les marais salants. Ensuite, on nous a posé un peu plus tard les questions relatives au nettoyage des plages. Quelles conséquences, quelles précautions, quelles mesures de précaution doit-on prendre et recommander pour les travailleurs qui nettoieraient les plages. Ces volontaires sont bien équipés, mais le fioul s'infiltre partout, notamment dans les gants. On s'est rendu compte que cette contamination des plages était énorme, immense, bien pire que celle qu'on pouvait imaginer. Et nous avons très rapidement donné des consignes de sécurité. On vous avait pas dit de scotcher vos gants? Non, pas dit ça. C'est important quand vous vous habillez, vous mettez votre combinaison, vous mettez les gants. À ce moment-là, on n'a pas été du tout entendu. Les gens y allaient franco de port. Il y a un contexte dans lequel il faut qu'on se remette peut-être, c'est l'afflux de bonne volonté qui va arriver dans les premiers jours de façon colossale. J'en avais marre d'enrager devant la télé, je préférais passer mes nerfs sur le mazout plutôt que de rester chez moi et d'embêter tout mon entourage avec ça, quoi. Et on répondra de façon très brutale que ramasser du fioul, c'est pas une partie de plaisir. Donc notre position, dans un premier temps, était de dire, pour ceux qui sont équipés, encadrés, formés, il faut un minimum de règles de protection à suivre. CF, nos consignes de protection. Par contre, pour tous les autres, ils n'ont pas leur place. Et ça, c'est un langage qu'on a un peu oublié, au moins pour ceux qui sont venus ou qui étaient là à l'époque. De dire que même la position préfectorale, par arrêté, a été d'interdire l'accès aux plages, non pas à cause du fioul, mais à cause de la tempête. Et donc aujourd'hui, on a l'air de dire l'État aurait dû interdire, l'État aurait dû ceci, l'État aurait dû cela, face à une population qui, dans ces moments-là, voulait surtout faire sa bonne action, mais pas se voir interdire quoi que ce soit. Il y a eu une grande question de savoir est-ce que oui ou non il y a un risque cancérigène. Alors à ce moment-là, nous avons lancé un travail d'évaluation des risques avec l'INERIS et un institut hollandais, le RIVN, dont l'objectif c'est de dire non pas quelle est exactement votre probabilité d'avoir un cancer quand vous êtes exposé, mais est-ce qu'on est dans des zones de risque qui sont fortes, faibles ou négligeables. L'évaluation de risque nous a concernés aussi en se disant que d'entrée c'était un produit pétrolier qui arrivait sur le littoral. Donc ce produit pétrolier pouvait poser question en termes de contact et surtout en termes
d'inhalation. Donc quand le fioul est arrivé, on a fait des mesures qui ont montré qu'a priori, on ne trouvait rien. Dans le cadre du scénario qu'on a retenu, des bénévoles protégés qui ont des contacts accidentels, épisodiques, suivis d'un nettoyage de la peau, il n'y a pas d'excès de risque pour fabriquer un cancer. Donc mi-mars, publication du rapport de l'INERIS, très bien fait, qui confirme finalement ce que le docteur Baer aura écrit le 21 décembre, à savoir qu'il y a des composés cancérigènes dans ce fioul et qu'il faut s'en protéger de façon évidente, avec un minimum de règles de protection qui, dans le département, auront été publiées dès le 4 janvier. Néanmoins, à l'occasion de la publication de ce rapport-là, il y a une émotion très forte médiatique, complètement irrationnelle, qui aboutira à ce que les personnes qui sont venues en décembre ou en janvier, des fois contre nos avis ou nos préventions, quelque part se repositionneront et poseront des questions sur le risque cancérigène. Alors qu'à l'origine, le risque cancérigène n'était pas nié, mais seulement on demandait aux gens de s'en protéger de façon évidente, chose qui n'était pas toujours possible. Les ennuis, éruptions cutanées, démangeaisons. Les volontaires savaient qu'ils pouvaient encourir ce genre de désagréments, mais ce que l'administration ne leur a pas dit, c'est que ce fioul lourd est classé parmi les produits cancérogènes. Ce qu'on regrette particulièrement, c'est que des lycées et des classes d'enfants aient été convoqués finalement pour ce grand chantier de décontamination. Donc il y a eu absolument une sous-information du public et des intervenants. Et le gouvernement a une part de responsabilité. Je me souviens qu'à l'époque, nous avons été vus comme les empêcheurs de tourner en rond, comme les rabat-joie. La France se mobilisait pour aller nettoyer ses plages. Il y avait un grand mouvement de solidarité nationale et les gens de la santé ont été vécus comme vraiment des gens qui se posent des problèmes théoriques, de principes de précaution et qui n'ont aucun cœur parce qu'en fait on allait limiter ce grand mouvement de solidarité en disant qu'il y avait peut-être des risques et qu'il fallait faire attention quand on manipule ces produits. Alors l'Institut de veille sanitaire a monté donc une enquête épidémiologique très rapide et ça c'est quand même très important. Cette étude a montré qu'il y avait eu effectivement comme on le craignait, des irritations oculaires, des irritations de la peau, des problèmes de nausées. Un gros problème, c'était les traumatismes, parce que ramasser le fioul au sol, avec des pelles ou sans pelles, ça fait mal au dos. Et donc des problèmes de dos, des problèmes musculo-squelettiques, toute une série de problèmes de santé, relativement mineurs quand même, en général, mais néanmoins existants. Cette étude a aussi montré que les niveaux d'exposition au fioul étaient trop faibles pour pouvoir considérer qu'on avait un problème de santé publique en termes de risque cancérigène ou risque sur la reproduction à moyen ou à long terme avec ces expositions-là. La grande question, cela dit, en termes de santé publique qu'on s'est posée, c'était l'ouverture des plages ou pas. Celle-là, elle était plus compliquée parce que ici, l'exposition était beaucoup plus compliquée. Après un premier nettoyage des plages avant Pâques 2000, il restait encore de nombreuses plages dans lesquelles il y avait une contamination. C'était extrêmement difficile, ça, parce que comment calculer le risque dans une situation comme celle-là? Et comment faire pour donner un avis, sachant qu'une boulette de fioul, c'est une concentration infinie de fioul, par définition, il n'y a que du fioul dedans, et donc on est 1 million de fois ou des millions de fois au-dessus des normes en termes de concentration acceptable. Et puis, par contre, cette boulette dans 1 mètre carré de sable, c'est une concentration qui est tout à fait acceptable. C'est sur ce travail que nous sommes penchés. Nous avons donc organisé avec différents instituts, l'Institut de veille sanitaire, l'INERIS, s'appuyant sur le travail des Hollandais et d'autres experts, le CEAP, le Centre d'antipoison de Rennes, entre autres. Nous avons donc organisé des travaux d'experts dont l'objectif était de fournir une méthodologie. Dans le département, les élus ont d'abord fermé leurs plages en décembre, à l'arrivée de la marée noire. Donc le problème était non pas de les fermer ou de les ouvrir, mais de dire que toutes les plages avaient été fermées et sur quels critères on les rouvrait. Donc
certains élus ont rouvert, on va dire, de leur propre chef les plages en disant qu'elles apparaissaient propres. D'où un positionnement très important à avoir de l'État, avec des règles de gestion établies au niveau national, et puis aussi un mode opératoire géré par les DAS, puisque dans le quotidien, en dehors de l'ERICA, il revient aux DAS de statuer sur la bonne qualité des plages. Ce n'est pas un maire de dire mais mes plages sont bonnes ou pas. Notre rôle à nous, c'était d'être en mesure de fournir une évaluation quantitative du risque qui puisse être ensuite justifiée et justifiable et qui permette de dire oui on ouvre cette plage ou on ferme cette plage et qui aussi permettent donc aux différents acteurs de se positionner. C'est ça qui est fondamental dans la gestion du risque, c'est de donner des éléments de transparence sur lesquels on va pouvoir mener un débat avec les scientifiques. Et on est arrivé donc à cette situation au mois d'avril, à Pâques. J'ai été amené à faxer au préfet des consignes qui, dans plusieurs situations, de nombreuses situations, ont abouti à garder des plages fermées. Parce qu'on n'avait pas encore réussi, en avril 2000, à nettoyer suffisamment beaucoup de plages pour pouvoir les ouvrir. Et donc ça a amené à fixer aux différentes plages des objectifs qui étaient peut-être difficiles à atteindre, mais qui au moins étaient clairs. Les règles sont assez simples. Elles consistent à apprécier la qualité visuelle de l'environnement, puisque l'étude INERIS-INVS montrera qu'à partir du moment où on a à l'approche visuelle un état de propreté suffisant, le risque sanitaire résiduel est négligeable. Le problème auquel on fait face, c'est la grande incertitude scientifique et la nécessité de prendre des décisions et de gérer ce risque. Le principe de précaution dit que l'absence de certitude ne doit pas être une motivation pour ne pas agir. Eh bien, c'est justement dans ces situations-là que, paradoxalement, on a encore plus besoin de la science. On a des méthodes ce qu'on appelle les méthodes d'évaluation de risque, qui sont des méthodes de mesure de l'incertitude et qui vous disent voici la fourchette dans laquelle vous vous situez. À partir de là, on a pu mettre la situation non pas en je sais pas, mais en oui ou non. On est de ce côté-là ou on est de l'autre côté de la situation de risque qu'on a considérée comme étant acceptable en termes de santé publique ou inacceptable en termes de santé publique. Cet objectif, 98% des plages ont réussi à l'atteindre avant l'été. Voilà pour le premier. Voilà pour le premier. Je dis souvent à propos de Lucien Benaïm que c'est soit l'homme le plus puissant, soit l'homme le plus dangereux de France, parce que s'il se trompe, ça peut coûter extrêmement cher. Et on aura l'occasion, là, tout à l'heure, quand on s'entretiendra avec lui, peut-être de voir comment ça se passe en ce moment pour le Prestige et les différences avec l'ERICA, parce qu'évidemment, les situations peuvent être semblables, mais pas toujours identiques. Alors là, ce que vous avez vu, donc, c'est la partie vidéo. Il faut vous imaginer que c'est un CD-ROM, ça veut dire qu'il y a des centaines de pages, il y a des dizaines de connexions sur Internet, pour que c'est un outil de travail, en fait. Hein. C'est pas un truc ludique, c'est un truc pour essayer d'utiliser toutes les données déjà existantes dans un cas à peu près enquêté. Et le cas suivant, alors moi je dois reconnaître que quand Lucien m'a dit qu'il faut s'intéresser à la légionellose, moi je connaissais vraiment rien, donc j'y suis allé tout neuf. Et je pense que, à part ceux d'entre vous qui connaissent le sujet, moi j'ai été sidéré, notamment par le cas que vous allez voir. Je ne savais même pas que ça s'était produit. Moi, le seul truc que je connaissais en juin 98, c'est qu'il y avait eu une Coupe du Monde à Paris. Mais manifestement, il s'est passé d'autres choses. Donc, deuxième sujet, toujours un outil de gestion des risques, la légionellose. Quartier de l'Opéra, juin 1998, 20 cas, 4 décès. Quartier de Montparnasse, août 1999, 8 cas, 1 décès. La légionellose est une nouvelle
maladie, ce que l'on appelle une maladie émergente, qui a été découverte à l'occasion d'un congrès de vétérans en 1976 aux États-Unis, qui étaient dans un hôtel et qui sont donc tombés malades d'une maladie mystérieuse qu'on ne connaissait pas. Et par la suite, on a eu une véritable épidémie de légionellose à travers le monde, puisqu'on a maintenant plusieurs dizaines de milliers de cas de légionellose, voire plusieurs centaines de milliers de cas enregistrés de légionellose en 25 ans à travers le monde. Donc on a vu une maladie que l'on ne connaissait pas devenir comme ça, en quelques années, un problème de santé publique important. C'est la Legionella pneumophilia qui est responsable de la légionellose, une infection pulmonaire. C'est une bactérie de notre environnement qu'on retrouve dans les circuits d'eau chaude, dont la température est comprise entre 25 et 43 degrés. On la retrouve dans les réseaux d'eau chaude des hôpitaux, des habitations collectives ou des hôtels, mais également dans les bains bouillonnants, et puis aussi dans des fontaines décoratives où on retrouve également cette bactérie. La légionellose est une maladie grave, puisqu'il y a près de 20% ou parfois un quart des malades qui vont décéder. Mais c'est également une maladie qui est relativement rare, avec un taux d'attaque qui est faible. C'est-à-dire par rapport au nombre de gens qui ont été exposés à une source, il y en a peu qui vont être malades de légionellose. Sans doute que la bactérie existait depuis très longtemps, voire de toute éternité, mais elle n'avait pas rencontré les conditions idéales pour son développement. Ces conditions idéales pour son développement, c'est la technologie de la fin du XXe siècle qui lui a fourni, avec le développement du tourisme et des hôtels, avec le développement des grandes tours de bureaux, avec air conditionné, avec le développement des systèmes d'eau chaude, des ballons d'eau chaude, avec un événement qui a été assez important techniquement, c'est la baisse de la température moyenne de l'eau dans les ballons d'eau chaude à la suite du choc pétrolier. Les gens sont passés de 70 degrés à 45-50 pour ne pas trop perdre d'énergie. Et comme ça, en quelques années, cette bactérie a pu avoir à ses dispositions un écosystème lui convenant parfaitement, et elle s'est développée et s'est multipliée en milliards d'exemplaires. Et maintenant, on a cette bactérie partout. Cette nouvelle épidémie, c'est aussi c'est un peu le choléra de la fin du XXe siècle, si vous voulez. C'est-à-dire que l'épidémie de choléra se développait au XIXe siècle du fait de la distribution de l'eau. On a commencé à distribuer l'eau de façon généralisée sur l'ensemble des quartiers de la ville de Londres, par exemple, avec des pompes à eau et des systèmes de distribution d'eau. Mais comme on pompait l'eau en aval des égouts, d'une certaine façon, on redistribuait le choléra. Ici, on a donc une nouvelle technologie, une technologie du confort, l'air conditionné, l'eau chaude, mais en même temps, par cette nouvelle technologie, on redistribue à l'ensemble de la population l'exposition à une bactérie qui peut être dangereuse. Les acteurs dans le domaine de la légionellose sont différents selon le problème auquel on est confronté. Dans le domaine des tours aéro-réfrigérantes, par exemple, c'est bien entendu les propriétaires de ces tours, c'est le préfet avec ses arrêtés préfectoraux qui s'appliquent aux installations classées et parfois aux installations non classées quand ils considèrent que la situation est particulièrement problématique. C'est bien entendu les services de santé, les DAS, et la Direction générale de la santé, l'Institut de veille sanitaire quand on a une épidémie. On a aussi parmi les acteurs dans ce domaine, les multiples sociétés qui interviennent dans le domaine de la mesure de la présence de légionelles aujourd'hui, les laboratoires d'évaluation des contrôles de la présence de légionelles, les laboratoires de référence comme ceux de l'Institut Pasteur. C'est devenu une véritable industrie. En général, il y a plusieurs manières pour que l'Institut de veille sanitaire soit alerté. En général, ça commence par des signaux, c'est-à-dire un ou deux cas suspects, et très vite, ça peut se transformer en alerte. Donc,
Les trois principaux systèmes sont la déclaration obligatoire, le réseau UGLI, qui est un réseau de surveillance de la légionellose associé au voyage, un réseau européen, et le Centre national de référence des légionelles, qui est basé à Lyon, chez le professeur Jérôme Etienne, qui eux aussi peut nous alerter quand ils isolent des souches, par exemple, qui ont le même profil génomique et qui viennent du même endroit. Par exemple, en 98, lors de la Coupe du Monde de football, l'alerte a été donnée par le réseau européen UGLI. Il s'agissait de 4 Britanniques qui étaient rentrés dans leur pays avec un diagnostic de légionellose et qui avaient fréquenté la France pendant les 10 jours de la période d'incubation. Ces Britanniques étaient passés par Paris, mais pas seulement. Ils avaient également suivi, si vous vous souvenez bien, les équipes qui jouaient aussi soit à Saint-Étienne, à Bordeaux, je crois qu'il y avait des matchs aussi peut-être à Toulouse. Donc il a fallu bien refaire tout l'itinéraire de ces personnes dans les 10 jours précédant le début des signes. Et parallèlement aussi, on a fait une recherche active d'autres cas de légionellose qui n'avaient pas été déclarés ou aussi qui avaient déjà été déclarés mais qu'on n'avait pas encore repérés dans la base de données, ce qui a permis d'identifier 20 cas. Et le seul point commun de ces 20 cas, c'était d'une part la fréquentation de Paris et ensuite le questionnaire qui a été fait a permis d'identifier une zone restreinte du 9e arrondissement où tous ces malades avaient été passés ou avaient séjourné. À partir de l'interrogatoire des malades, on avait déjà une hypothèse. Mais l'hypothèse, il fallait la tester statistiquement. Ce n'était qu'une hypothèse, c'était 90% des malades ont fréquenté le quartier de l'Opéra. Mais ça ne veut pas dire que 90% des Parisiens aussi fréquentent peut-être le quartier de l'Opéra également, mais n'attrapent pas la légionellose. Donc, pour être sûr que statistiquement cette association est vraie, il faut mener une enquête analytique de type cas témoin. Comparer les lieux fréquentés de personnes malades et de personnes non malades. Donc ça, c'est une méthode statistique qui nous a permis de mettre en évidence qu'on ne se trompait pas, que l'hypothèse de départ était bonne. Il y avait 6 souches humaines isolées chez les malades qui étaient disponibles, qui avaient été envoyées au Centre national de référence. Ces souches, on a pu les comparer avec les souches prélevées dans les tours aéroréfrigérantes du quartier. Sur les 6 tours, il y en avait 3 qui étaient contaminées fortement par des légionelles. Et dans une seule des tours, les souches isolées étaient les mêmes, avaient le même profil génomique, le même ADN que les souches malades. Donc là, l'enquête épidémiologique a vraiment bien pu orienter l'enquête environnementale et a été confirmée par les résultats microbiologiques. Dans cette situation de crise et d'urgence, le préfet de police de Paris a publié un arrêté qui a demandé aux exploitants de l'ensemble des tours aéroréfrigérantes se trouvant dans le périmètre d'enquête de mettre en place une désinfection choc de ces installations pour éradiquer les bactéries et ensuite donc de vérifier l'efficacité de ces mesures par des analyses de légionelles dans l'objectif bien sûr d'arrêter cette épidémie de légionellose dans ces 2 périmètres d'enquête. À partir du secteur identifié, la DAS de Paris, associée au laboratoire d'hygiène de la ville de Paris et la préfecture de police, ont recensé toutes les tours à risque du secteur. Suite à ces épidémies, nous avons proposé un certain nombre de recommandations pour éviter ce type d'épidémie et ce problème de contamination des tours aéroréfrigérantes et la dissémination de la bactérie dans l'environnement. Alors le premier conseil, c'est l'implantation de ces tours aéroréfrigérantes dans le tissu urbain. En particulier, il faut éviter que le panache de ces installations n'aille vers les fenêtres des bâtiments proches ou des prises d'air neuves de systèmes de climatisation. La deuxième règle, c'est l'entretien des installations qui repose essentiellement sur le traitement de l'eau. Ce traitement est à base de chlore et l'objectif est de maintenir la concentration de légionelles le plus bas possible, en tout cas inférieure à 1000 légionelles par litre d'eau dans le bassin de ces installations. Le point suivant, en termes de recommandations, c'est la protection du personnel qui intervient dans ces installations. En effet, le personnel qui intervient doit porter un masque pour éviter d'être exposé à la bactérie, autant le personnel qui intervient sur l'installation que celui qui se trouve tout autour de l'installation. Enfin, le dernier point qui nous semble le plus important, c'est d'avoir un livret d'entretien dans lequel on va noter toutes les opérations d'entretien, les résultats d'analyse de l'eau,
pour avoir une traçabilité de toutes les interventions sur les installations et de connaître ce qui se passe réellement dans le fonctionnement de l'installation. La question qui est posée, c'est de savoir quel est le niveau d'exposition et quelle est la concentration de légionelles que l'on va considérer comme étant acceptable. Parce que la concentration peut changer du jour au lendemain, voire d'une heure à l'autre en légionelles. Elle se multiplie de façon extrêmement rapide et il suffit d'un changement d'écosystème local très, très simple et faible pendant quelques temps pour qu'on ait une flambée légionelle sur un réseau d'eau chaude qui n'était pas censé en avoir. Pour la légionellose, la grande difficulté, c'est d'arriver à définir des niveaux d'exposition qui soient réalistes, que l'on puisse maintenir sur le long terme et qui soient cohérents d'un endroit à un autre. Et de faire comprendre que cette cohérence n'est pas une cohérence simple. Comparer par exemple le risque dans les termes, comparer le risque dans les tours aéroréfrigérantes qui vont produire des nuages qui peuvent être éventuellement contaminés par la légionnelle et donc contaminer une zone importante de passage de population, produire des normes associées à l'exposition dans un hôpital, où là on a une relation bénéfice-risque entre la présence à l'hôpital, la fermeture de l'hôpital et le risque de maladies nosocomiales associées à la légionellose. La grande difficulté de la gestion, c'est donc faire correspondre l'ensemble de ces situations-là et dans un monde où la présence de la légionelle est maintenant ubiquitaire, on en a partout. On est dans une difficulté très grande de gestion parce que cette bactérie peut connaître pour des raisons locales difficiles à prévoir, des flambées, des explosions de contamination, avec parfois donc des épidémies comme nous en avons eu, comme les Hollandais en ont eu avec plus de 150 cas dans une exposition florale, comme les Espagnols en ont eu également avec plus de 600 cas en 2000, comme ce genre de situation peut nous arriver parfois avec 7, 8, 10 cas en France, et on n'est pas à l'abri aussi d'avoir une fois une explosion épidémique. On a cette difficulté de se battre contre cette bactérie. C'est un travail quotidien qui demande une vigilance absolument quotidienne et des moyens d'action quotidiens. On dispose de moyens d'intervention. On a réussi à l'hôpital Georges Pompidou, après des enquêtes extrêmement précises et un travail très approfondi, à trouver des moyens de contrecarrer le développement de la légionellose dans l'hôpital, mais c'était pas facile parce qu'il faut identifier les causes et les causes ne sont pas toujours celles que l'on croit. Pour limiter le développement de la bactérie dans les réseaux d'eau chaude, il faut premièrement avoir une température de distribution supérieure à 50 degrés. Il faut entretenir ces installations, c'est-à-dire lutter contre le tartre, la corrosion et limiter les dépôts qui favorisent le développement de la bactérie. Et enfin et surtout, faire circuler l'eau, lutter contre la stagnation pour éviter que la bactérie se développe. On n'est pas dans le cadre de la légionellose dans le domaine stricto sensu du principe de précaution. Nous sommes dans le domaine du principe de prévention. Le principe de précaution indique que l'absence de certitude n'est pas une bonne raison pour l'absence d'action. Dans le domaine de la légionellose, on a beaucoup de certitudes. On connaît la maladie, on connaît la bactérie, on connaît les modes de transmission. Il reste des incertitudes qui sont liées à la difficulté de l'action. C'est comment agir pour faire en sorte de rendre le niveau d'exposition le plus bas possible. On n'a absolument aucune raison de ne pas mettre le niveau d'exposition le plus bas possible. Et pour y arriver, c'est très difficile. Et dans cette situation de prévention-là, donc c'est la difficulté de l'action prévention et de l'action corrective qui se pose. Donc c'est des difficultés techniques, ce n'est pas une question de principe. Vous pouvez applaudir, effectivement. Donc je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous cette histoire d'enquête à la rouletabille qu'ils ont dû mener pour retrouver les cas de légionellose qui avaient traversé une rue de l'Opéra un jour où malheureusement, pas de chance, il y avait du vent. Mais ça veut dire que quand même c'est un peu dangereux. Lucien Abenaïm, il est déjà là. Merci d'être là.
Assieds-toi. Donc je continue sur celui-là. Alors, oui, tiens, est-ce qu'on peut mettre un peu plus de lumière dans la salle? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous n'êtes pas là. Et pourtant, on est sûr. Bah, tu vois, là, c'est pas virtuel, ils sont vrais. Alors, là, on va rester un petit peu dans la légionnelle, parce que c'est assez symptomatique. Chaque fois qu'on a eu des conversations pour préparer ce travail-là et pour préparer le festival, il y a quelque chose qui revient souvent dans ton discours, c'est l'émergence de nouvelles épidémies, de nouvelles maladies. Un peu comme si le progrès qui nous avait amené à l'idée d'un risque zéro, en fait, avait favorisé non pas le risque zéro, mais avait démultiplié les problèmes potentiels. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ? Oui, enfin, c'est un peu les deux. On est à la fois dans un monde qui est moins et plus risqué qu'autrefois, moins risqué, parce que c'est évident que notre espérance de vie augmente, nos conditions de vie sont meilleures, et quand même, c'est le premier facteur prédicteur d'espérance de vie et de qualité de vie. Donc très clairement, de ce point de vue, et aussi on a des moyens de traitement, de prévention nettement plus sophistiqués qu'autrefois, plus efficaces. Donc d'un certain point de vue, on vit clairement dans un monde moins risqué. Et d'un autre point de vue, on vit dans un monde beaucoup plus risqué, en tout cas plus vulnérable, parce que nous avons, comme je crois que le vidéo sur la légionellose. D'ailleurs, je rappelle que c'est Jean-Yves Casga qui a fait ce travail. Tout lui revient. Avec la complicité de Pierre Denière. Il a eu la modestie de ne pas le dire. Et tout le travail qu'il y a derrière, parce que comme il l'a dit, il n'y a pas que un vidéo, il y a tous les outils de gestion du risque que nous avons utilisés, des tas de liens Internet. C'est vraiment un travail extraordinaire qu'il a fait. Je ferme cette parenthèse. Merci. Donc, je reviendrai. Comme on a essayé de le dire à propos de la légionellose, c'est le fait que nous ayons aujourd'hui la capacité d'exposer de très vastes populations et très rapidement à de nouveaux produits. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire qui n'a jamais eu lieu à cette échelle-là dans l'histoire de l'humanité. Je ne vais pas poser la question, mais si je demandais ici combien de gens dans la salle ont un téléphone portable, probablement qu'au moins la moitié ou les trois quarts leveraient la main. Peut-être pas ici, hein, vous êtes un petit peu particulier, mais enfin, je crois qu'il y en a quand même. Mais ils sont éteints. Ils sont éteints. Mais et combien on avait il y a 5 ans? Pratiquement, je suis sûr qu'à peu près personne ne lèverait la main, très peu de gens. Donc on voit qu'en quelques années, un nouveau produit peut avoir entraîné une exposition de millions de personnes. Alors ça, c'est une caractéristique de la situation actuelle, c'est-à-dire le fait que on a une introduction de nouvelles technologies extrêmement vite, avec des expositions très rapides. Et de ce point de vue-là, s'il y a une rupture, s'il y a une défaillance, s'il y a un risque associé à cette nouvelle exposition, eh bien là, le risque est beaucoup plus important. Il peut même être catastrophique, si on peut dire. Donc ça, c'est une vraie situation. Là, c'était le cas des téléphones portables, mais ça se passe aussi dans l'alimentaire. Les téléphones portables, pour l'instant, heureusement, on n'a pas d'épidémie qui soient associées. Dans le domaine de l'alimentaire, par contre, oui, on a très régulièrement des épidémies. On a eu beaucoup de listériose. On a beaucoup fait chuter dans les dernières années les cas de listériose, mais il y en a encore. Quand je suis arrivé à la Direction générale de la santé, on a eu assez rapidement après une alerte à la listeria. On avait eu 2-3 cas de listériose, dont 2 morts. Le temps qu'on fasse l'enquête pour arriver à trouver l'origine, qui était une entreprise particulière qui fabriquait des rillettes, ça nous a pris à peu près 5 à 6 semaines. Pendant ce temps-là, l'entreprise avait fabriqué 20 tonnes de rillettes par jour contaminées et distribuées dans toute la France. Donc, on voit, ça c'est une situation nouvelle. Alors on a, c'est vrai, depuis 25 ans... à peu près 25 maladies émergentes assez graves qui sont survenues et qui ont provoqué des épidémies. On a le sida, il ne faut pas l'oublier, ça n'existait pas il y a 25 ans. Enfin, on ne connaissait pas cette épidémie il y a 25 ans. Le sida, la légionellose, Ebola. On a effectivement de nouvelles, une pression épidémique assez forte. Mais alors que faire? Parce que tout le problème, c'est la gestion du risque. La question est un peu générale. D'abord, la première chose, je crois, ce qu'il faut, c'est
c'est être capable, en tout cas de notre côté, de bien surveiller, c'est-à-dire être capable de détecter assez rapidement un problème quand il survient, avoir une capacité de réaction forte, c'est ce qu'on essaie de faire avec des systèmes de veille sanitaire très développés. L'autre, il s'agit effectivement de contrôler, c'est-à-dire faire en sorte que quand arrive une nouvelle technologie, un nouveau produit, un changement écologique, faire en sorte de pouvoir établir des normes d'exposition très contraignantes de façon à faire en sorte qu'on limite le risque au maximum. Et puis, il faut bien entendu être prêt à gérer les crises quand elles surviennent. Quand on a préparé le festival, il y a une histoire que j'ai retenue qui m'avait assez saisi. C'est le cas d'une usine dans laquelle l'hygiène était tellement bien respectée, elle était tellement propre, que la listeria batifolait tranquillement et se développait à foison, alors que dans la vie courante, normalement, elle aurait eu des adversaires, il y aurait eu une bagarre, quelque chose pour faire en sorte qu'elle soit freinée. Et là, est-ce que c'est pas aussi à force de faire des normes, d'imposer des contraintes? C'est très intéressant. Oui. C'est vrai que la Listerio, c'est un cas très intéressant de ce point de vue-là. On impose des normes de propreté extrêmement importantes, bien entendu, aux entreprises de l'industrie alimentaire qui produisent des aliments sur une très grosse échelle, comme je l'ai signalé, parce que s'il y a une contamination par une bactérie ou par une autre, il n'y a pas que la Listeria, il y a la Legionellose, il y a O157H7, en fait, toute une série de gentilles de bactéries qui peuvent être distribuées par la voie de l'alimentation. Donc on impose des normes extraordinairement sévères. Et du coup, il y a un effet pervers. Le milieu est assez stérile. Et donc les Listeria les plus résistantes trouvent là un terrain de jeu extraordinaire dans lequel elles peuvent se développer. Et donc on a un risque plus important. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui qu'on rencontre dans ce domaine-là. Et c'est pas seulement dans ce domaine-là, d'ailleurs, dans d'autres domaines également des maladies infectieuses. On connaît par exemple des problèmes allergiques aujourd'hui importants dans la population associés au fait qu'on utilise beaucoup les antibiotiques et que donc l'utilisation des antibiotiques entraîne un nettoyage, on peut dire, des infections et du coup les gens réagissent en créant des maladies auto-immunes. Alors c'est un bon exemple, les antibiotiques, parce qu'il y a 30 ans, on nous poussait à les consommer. 30 ans plus tard, on nous fait des messages à la télé en disant surtout, il ne faut plus en prendre. On ne pourrait pas imaginer des situations où on n'ait pas besoin d'attendre 30 ans pour se rendre compte, ou des process peut-être, pour faire en sorte qu'on ne fasse pas ce type d'erreur, parce que c'en était une en fait. C'est-à-dire que les antibiotiques, ce que dit la publicité de l'assurance maladie, je le signale, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en prendre. C'est quand même grâce aux antibiotiques que nous avons diminué la mortalité périnatale de façon et néonatale de façon extraordinaire et que nous avons aujourd'hui. Enfin, c'est un des grands facteurs de progression dans l'espérance de vie. Donc, mais c'est vrai que dans le domaine du médicament, comme dans d'autres domaines, c'est un domaine dans lequel on a des expositions rapides et fortes, des produits qui rentrent sur le marché en quelques semaines, avec parfois des utilisations par des millions de gens en quelques mois. Et quand il y a un problème, et ça arrive quand même une ou deux fois par an, on est amené à retirer du marché un produit qui a entraîné des effets secondaires graves. Donc ça prouve bien que c'est pas quelque chose de rare et exceptionnel. C'est pas. Et donc quand il y a un problème, souvent beaucoup de gens sont concernés. Donc ça c'est vrai que... Et pourtant c'est intéressant parce que ce sont les produits les mieux évalués avant leur mise sur le marché. Il y a des tas d'essais cliniques, des essais sur in vitro, in vivo, etc., qui sont faits avant la mise sur le marché, mais on ne peut jamais savoir quel va être l'impact d'un produit dans la vraie vie, parce qu'au maximum, on teste le produit sur 3-4 000 personnes, et ensuite, il va être utilisé par des millions qui sont différents, plus vieux, plus jeunes, des femmes enceintes, des enfants, etc. Et donc, c'est uniquement dans la vraie vie qu'on peut voir ce qui se passe. C'est là où la surveillance est importante, mais c'est aussi là où on devrait faire en sorte, tout le monde, de consommer moins de consommer avec prudence jusqu'à ce qu'on connaisse mieux le produit en question. Et pour revenir à la légionelle, à un moment, tu dis c'est une épidémie semblable au choléra qui a terrifié quand même les gens à la fin du 19e, au début du 20e. Il
Et pourtant, elle paraît assez simple, cette maladie. Bon, elle se développe entre 25 et 55 degrés. Ça doit être quand même assez simple de faire en sorte que la bactérie, on la brûle en la mettant à 60 degrés ou on la mette trop froid à 20 degrés. En fait, c'est très très compliqué parce qu'on a des canalisations qui sont souvent vieilles, par exemple, ou même récentes. La bactérie se met dans des recoins, dans des filtres qui se développent à l'intérieur des canalisations. Elle est vraiment ubiquitaire de ce point de vue-là. Il faut monter la température beaucoup pour pouvoir la détruire. Mais du coup, si on monte la température beaucoup, les gens se brûlent quand ils utilisent l'eau. Il faut faire des chocs chlorés, mais du coup, l'eau n'est plus potable. C'est assez compliqué en réalité à gérer. Et la différence entre la légionellose et le choléra, c'est vraiment en grande partie le fait qu'on a les antibiotiques. C'est-à-dire que si on n'avait pas les antibiotiques, on considérerait sans doute aujourd'hui les épidémies de légionellose comme aussi catastrophiques que celles qu'on a, pratiquement autant que celles qu'on a eues avec le choléra il y a 150 ans. Et on fait allusion dans le sujet à ce qui s'est passé en Espagne et aussi en Hollande, où tout d'un coup, il y a eu, je sais pas, plusieurs centaines de cas en 3 jours. Il y a eu effectivement en Hollande... Mais il y a 150 cas, c'était dans une exposition florale où il y avait des jets d'eau comme cela, comme celle que tu as montré dans ton film, qui ont contaminé des gens. Il y a eu à peu près 500-600 cas en Espagne aussi récemment. Là, c'était des grands panaches de fumée. On a eu plusieurs dizaines de cas à Paris liés à des panaches. On en a eu à la Tour Montparnasse, etc. Mais pourquoi il y a parfois des morts ? Parce que les gens, au début, évidemment, comme toute maladie infectieuse, ça touche plus les gens qui sont les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, mais c'est une maladie extrêmement, c'est une bactérie extrêmement violente. Le premier cas que j'ai vu en arrivant à la Direction générale de la santé qui est mort, il avait 42 ans. C'était un homme en pleine santé, mais qui avait travaillé sur le toit d'une tour à Montparnasse et qui était en direct sous le panache et qui a donc développé une légionellose très rapide et très dure. Donc, comme je dis, si on n'avait pas les antibiotiques, on serait très très mal. Alors, le premier film, ça concernait donc l'Erika. Là, on a entendu parler du Prestige. Alors, il y a des différences. Déjà, le fioul est-il aussi virulent que le précédent? C'est pareil? C'est quoi? C'est à peu près pareil. Il n'y a pas vraiment de différence notable. Il y a des différences, mais elles ne sont pas vraiment notables en termes d'évaluation de risque. Mais en revanche, d'après ce qu'on voit à la télé, il semblerait que vous ayez géré différemment le problème des bénévoles. D'abord, on a eu, oui, alors on n'a pas vraiment géré différemment, c'est-à-dire qu'on a été, cette fois-ci, on a été entendu, c'est ça qui est assez intéressant, on a beaucoup, comme on le dit dans le film, on avait sorti, on a encore les communiqués de presse qu'on a sortis au mois de décembre, avant que le fioul arrive sur la plage. Le 25 décembre, j'ai émis un communiqué de presse en 99, il y a 3 ans, en disant attention au contenu de ce fioul. Donc, aujourd'hui, on a été plus écoutés, bien entendu, il y a eu une meilleure prise de conscience. Et puis, c'est vrai que aujourd'hui, la mobilisation est beaucoup moins forte. D'ailleurs, les bénévoles sont dans un état d'esprit complètement différent. Ils disent non, il ne faut pas y aller. Enfin, il y a des associations qui disent qu'il ne faut pas y aller. Alors qu'à l'époque, c'était, comme l'a dit un des intervenants, M. Monceau, c'était le raz-de-marée des bénévoles. On n'arrivait pas à leur dire de ne pas y aller. Ah oui, donc c'est. Mais sinon, la situation, j'imagine qu'il y a plus d'informations que les autres. En termes de risque, c'est-à-dire qu'on a effectivement une contamination qui est moins forte pour l'instant que celle. L'Erika, je ne sais pas si on se souvient, mais c'était vraiment des kilomètres carrés de plage complètement contaminés comme on l'a vu. Ici, pour l'instant, c'est quand même surtout des boulettes qui arrivent et à des doses beaucoup plus faibles, donc on n'est pas trop inquiet pour l'instant sur la capacité qu'on aura de nettoyer les plages avant leur occupation. Par contre, si on n'arrive pas à colmater la brèche, ça risque de durer plus longtemps. Oui, mais c'est ça la nouvelle donnée. Alors là, il y a un problème qui est lié effectivement à la contamination sur le long terme des produits de la pêche, etc., sur lesquels on est très, très, très attentif. Mais on n'a aucun moyen de gérer ça, parce qu'on n'a jamais eu un cas où c'était une bombe à retardement, comme ça, et qui tous les jours lâche son petit truc, on ne sait pas où ça va. Oui, ça va dépendre vraiment de la concentration qu'on va retrouver dans certaines zones. C'est pour ça qu'on est très, très, très attentif au bassin d'Arcachon, parce qu'on sait que là, il y a une capacité de concentration éventuelle. Et donc, pour l'instant, on est au niveau de la menace. On n'a pas encore eu
un risque trop important, mais effectivement, c'est malheureusement, une fois que ce genre de catastrophe est arrivé, la seule chose qu'on puisse faire, c'est ne pas utiliser les produits, ne pas les consommer, etc., ce qui n'est évidemment pas très satisfaisant. Alors, dans un festival qui tourne autour du risque, évidemment, puisqu'on sait bien qu'il n'y a pas de risque zéro, que le 11 septembre l'année dernière, on a bien vu qu'il y avait des nouveaux risques qui émergeaient. C'est vrai que le bioterrorisme, c'en est un qui plane au-dessus de nos têtes. Alors, très peu de temps après, au moment où il y avait les histoires de l'anthrax aux États-Unis, on a entendu parler en France d'un plan biotox, donc qui est là pour nous protéger en cas d'attaque biologique. Tout à fait, oui. Bon, j'imagine que c'est pas grand public, mais il n'y a rien de. Bon, ce sont des procédures. C'est comme le plan Polmar, les plans Orsec, les plans. Donc, ce sont des procédures qui sont mises en place et qui sont décidées un petit peu à l'avance sur le type de réaction qu'il faudrait que nous aurions en cas de épidémie, enfin introduction du virus de la variole, réintroduction du virus de la variole parce qu'il a disparu depuis 1979, utilisation de produits biologiques, de bactéries, d'anthrax, de charbon, tularemie et tous les ce qu'on appelle les risques biologiques dans le domaine en question, l'utilisation de produits chimiques, botulisme, auricine. Donc on a un certain nombre de plans qui sont mis en place, qui sont, il faut bien le dire, des plans de réaction. Par ailleurs, évidemment, nous imaginons et nous sommes qu'il y a tout un travail qui est fait, comme on peut bien se l'imaginer, en termes de prévention des attentats, mais ça, au niveau de la Direction générale de la santé, nous sommes concernés sur la réaction, à la fois la détection de contamination si elle survenait, en sachant que nos moyens de détection ne sont pas toujours très développés, parce que c'est extrêmement difficile, et de réaction en termes de traitement, prise en charge, vaccination, etc. Et moi, ce qui me semble le plus dangereux dans le bioterrorisme, c'est le réseau d'eau. C'est qu'on arrive avec une petite perceuse, une petite fiole de quelque chose d'assez violent, ni vu ni connu, on passe dedans, et le lendemain matin, il y a 3 millions de types qui font leur café avec cette eau-là. Il y a plusieurs types de problèmes. Effectivement, on peut contaminer des réseaux d'eau par plusieurs types de plusieurs façons, aussi bien en déversant directement dans les réservoirs, bien entendu, mais ça seulement une effraction, ou bien, et pour ça on a développé autant que faire se peut des moyens de, enfin on a donné des consignes de surveillance, de sécurité autant que faire se peut dans ce domaine-là. On peut aussi contaminer un quartier en utilisant la pompe à incendie du coin et on rentre. Bon, il y a plusieurs façons de contaminer. Ça se faut trouver. Il y a des tas de livres sur le sujet qui sont. Il n'y a aucun secret dans ce domaine. Quand même. Mon métier à moi, c'est de faire en sorte que quand les gens sont contaminés ou quand il y a des contaminations, être capable d'y répondre quand on est capable, parce qu'il y a des sujets comme par exemple la ricine, dont on a beaucoup parlé. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un communiqué de presse et on a alerté les centres antipoison, mais on sait très bien que s'il y avait une utilisation à forte dose de la ricine, nos moyens de réaction sont extrêmement faibles. Donc, c'est des situations, si vous voulez, c'est comme utiliser une bombe dans un métro. Une bombe, c'est une bombe. Une fois qu'elle a explosé, on n'a plus qu'à ramasser les blessés et les morts. On peut pas. C'est un problème. Également avec les produits chimiques et avec les autres. Bon, il y a d'autres systèmes dans lesquels on a des antibiotiques, on a des vaccins, on a des moyens de traitement. Voilà, ça dépend de la situation. Alors, on l'a abordé tout à l'heure. Enfin, vous savez, sur ce sujet, 99,999% de ce qui se sait est sur Internet depuis des années, parce que ou dans des livres comme celui qui a été présenté il y a quelques jours ici. Dominique Leglu qui est encore avec qui est très bien d'ailleurs, que j'ai lu. Donc 99% des choses, il ne faut pas croire qu'il y a des choses que nous saurions, que je veux dire, on n'est pas dans la science-fiction. Les autorités connaîtraient des tas de choses en termes de gestion des risques que la population ne connaîtrait pas, etc. Tout est à peu près connu sur le sujet et publié. Après, bien entendu, il y a des systèmes qui sont plus... en termes de lutte antiterroriste, qui, eux, ne relèvent pas de la Direction générale de la santé, qui relèvent, eux, des services secrets. Mais nous, en termes de ce qu'on est capable de faire en termes de santé publique, c'est assez connu.
Alors, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Ici, à Cavaillon, on en parle assez souvent. En plus, récemment, ça crée une grande émotion en France. Ce sont les histoires de téléphones portables, et notamment les fameuses antennes relais. Alors, est-ce qu'il y a une étude épidémiologique en cours pour savoir? Est-ce qu'il y en a une qui a déjà été réalisée? On en est où? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on réagit sur l'émotion, mais qu'est-ce qu'on a comme fait? C'est toujours pareil. On introduit, donc, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle technologie. Elle est très largement utilisée par des millions de gens. Et là, à un moment donné, il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce que cette technologie est dangereuse ou pas. Ça prend un certain temps pour savoir si elle est dangereuse ou pas. Alors, en théorie, on connaît un certain nombre de choses sur les ondes, on sait à peu près dans quel type d'intensité ou fréquence elles ont, dans le passé, produit des effets négatifs. Bon, il y a une étude épidémiologique qui effectivement existe sur les cancers du cerveau et l'exposition au téléphone portable. C'est une étude qui a été mise en place par l'Organisation mondiale de la santé, le centre qui est à l'OMS à Lyon. Qui est terminée, on a les résultats? Non, elle sera sortie en 2004. D'accord. Les résultats seront en 2004. Eh oui, ça c'est le problème, la science. C'est ça le problème, c'est que les gens ont les questions et la recherche, il faut réunir 2 à 3 ou 4 000 cas de cancer du cerveau pour être en mesure de pouvoir répondre à cette question. Eh bien, on téléphone pas. Vous suivez les consignes de sécurité de la Direction générale de la santé qui ont été beaucoup émis et publiés. Bien. Attendez, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir le réflexe de passer un micro et mettre un peu plus de lumière dans la salle, qu'on voit qui nous parle? Ah ouais, super. Alors, en attendant que vous ayez le micro, on va continuer. Donc, il y a une étude qui doit paraître en 2004, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a une étude épidémiologique, évidemment. C'est forcément des études qui prennent du temps, qui prennent du temps parce qu'elles sont très très difficiles, hein, et ça prend beaucoup de gens exposés. On espère que, vous savez, plus le risque est faible, plus il est difficile de le mettre en évidence. Et là, en plus, il est fort probable qu'on soit dans un domaine qui est dans le domaine de l'inobservable, c'est-à-dire dans un domaine où on ne sera pas en mesure de mettre en évidence le risque de façon certaine. Donc, le débat, c'est certain, continuera pendant longtemps. Donc, en fait, il existe des normes qui sont censées être appliquées. Moi, j'ai saisi il y a 2 ans un groupe de travail à qui j'ai demandé de me remettre un rapport sur cette question, qui m'a indiqué que, selon eux, c'était des experts, il n'y a pas actuellement de données épidémiologiques ni biologiques permettant d'affirmer qu'il existe un risque, même permettant de le soupçonner de façon notable, que néanmoins, compte tenu des incertitudes sur le sujet, il était souhaitable d'appliquer un certain nombre de consignes de sécurité minimales qui sont le fait de, si possible, de ne pas utiliser le téléphone très longtemps chez les enfants, parce que leur téléphone portable, parce que leur système neurologique est en développement, si possible, pour des raisons plus de gestion de risque que pour des raisons de risque en tant que telles, c'est-à-dire plus pour des raisons de relation avec la population, ne pas disposer d'antennes relais au-dessus des écoles ou proches des hôpitaux, etc. Donc c'est les normes, ce sont les recommandations qui ont été émises par le rapport du professeur Smirou, qui a été très largement diffusé. J'ai donné au moins une 20aine d'interviews sur cette question, mais effectivement, on peut continuer à le distribuer à 38 millions de gens, mais c'est pas vraiment notre rôle. Nous non plus, ce n'est pas notre propos. D'ailleurs, je vous remercie d'en avoir quand même édité et avoir donné des consignes, mais malheureusement, elles ne sont pas suivies. C'est ça la problématique, c'est que nous, on est sur le terrain, on recueille les témoignages des riverains, des enfants dans les écoles, qui ont les antennes installées déjà depuis de nombreuses années. Il y a un cas cuisant que vous connaissez très bien, qui est Saint-Cyr-l'École.
parce que je vous ai moi-même donné la première enquête citoyenne qui avait été faite sur ce lieu. Et le problème, c'est que c'est vrai que ça serait très bien que si ça au moins était appliqué déjà. Ça, on serait tout à fait ravis déjà. Qu'il n'y ait pas d'antenne relais installée ni sur les écoles, ni surtout en face. C'est-à-dire que dans le faisceau principal des écoles, la recommandation du docteur Smirou était bien claire, c'était qu'il n'y avait aucun lieu de vie. Il n'est même pas question que des écoles ou des crèches ou des hôpitaux, comme on veut nous le faire croire. Ce sont tous les lieux de vie qui ne devraient pas être en face du faisceau principal, à moins de 100 mètres. Or, en milieu urbain, nous avons répertorié de très très nombreux cas qui sont à 5 mètres, 10 mètres, voire 20 mètres, 50 mètres, mais moins de 100 mètres, il n'y en a pas beaucoup. Donc l'explication générale qui est fournie avec toutes les réponses que les particuliers reçoivent ou les associations nous donne une explication de diminution de la puissance de ces antennes avec le carré de la distance. Nous, on accepte ça parce que ça, c'est une loi physique et mathématique. Vous dites toujours nous, c'est nous, vous êtes qui? Alors, moi, je suis Madeleine Madoré, oui. En tant qu'individu, tant qu'individu riverain des antennes relais, qui a été donc exposé d'une façon brutale, on va dire, sans concertation, sans information, avec un vide juridique, un vide administratif, un vide sanitaire en face. C'est-à-dire aucune réponse pendant très longtemps. C'est une situation que beaucoup de gens connaissent, donc moi je ne veux pas me présenter autrement. Dans un tas de domaines d'ailleurs. Et dans un tas de domaines, bien entendu. Et là, si vous voulez, bien sûr, ensuite, on a créé une association de riverains qui avait les mêmes symptômes, parce que je précise tout de suite que ce sont les symptômes qui ont commencé à nous éveiller, parce que des antennes à Paris, on s'en fiche depuis bien longtemps. Parce que les antennes, il y en a toujours eu. La Tour Eiffel, elle a toujours été là. Et les symptômes chez des gens qui habitent dans les mêmes résidences depuis longtemps ont commencé avec l'implantation des antennes relais. Moi, mon propos n'est pas de dire il ne faut pas d'antenne relais, il ne faut pas de portable, ça m'est complètement égal. Au contraire, il en faut, bien entendu, pour d'autres raisons. Mais ce qu'il faut absolument, c'est que ces nouvelles technologies soient biocompatibles et que ce soit fait avant que l'on installe tout. Et là, nous, on nous a fait traîner pendant 2 ans, puisque ces revendications et ces explications, on les a données. Bon, d'autre part, j'ai une formation scientifique qui m'a permis de rentrer un petit peu plus loin dans le sujet. Et on se rend bien compte que les effets biologiques avérés, reconnus par tout le monde, peuvent très facilement être à l'origine, par tous les processus neurophysiologiques, nous faire aboutir à des symptômes que nous retrouvons chez les riverains. Donc on ne peut pas nous faire comme conclusion, parce que la conclusion du rapport Smirou, c'était le postulat de départ. C'est-à-dire qu'on nous a dit, puisque la puissance est très réduite par l'éloignement, on ne peut pas retenir l'hypothèse qu'il y a un risque. En tant que scientifique, je ne peux pas comprendre ce genre de démarrage d'une étude. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. On va vous répondre là. Non, c'est-à-dire... Merci. Alors la question... Alors, je crois que les gens qui ont émis ce rapport sont... Il y a eu plusieurs rapports d'ailleurs. Il y a le rapport des Britanniques qui a été émis quelques semaines avant le rapport Smirou. Le rapport des Britanniques, il avait été confié au professeur Doll. Vous savez, c'est l'homme c'est un des épidémiologistes les plus établis au monde. D'ailleurs, le rapport de Doll portait sur les champs électromagnétiques. C'est lui qui a conclu à l'effet cancérigène des champs électromagnétiques, mais non pas des téléphones portables, mais des champs électromagnétiques à haute tension. Et ce premier rapport va ensuite entraîner d'autres rapports sur les effets des antennes relais et des téléphones portables. Il faut se dire, et je crois que ça c'est extrêmement difficile, et évidemment c'est très 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 difficile pour les gens de l'accepter, je comprends très bien les réactions quand on dit l'étude va sortir en 2004, eh bien il faut se dire que, et ça c'est une responsabilité collective, à partir du moment où on accepte, où on s'expose à de nouvelles technologies qui sont nouvelles, ça va prendre du temps pour connaître les effets sur la santé de ces technologies. On ne peut pas les savoir avant que les gens soient exposés. Alors on peut mettre des normes. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce que vous dites sur il n'y a pas de normes, il y a un vide juridique. Moi, je peux vous dire, je suis directeur général de la santé, j'ai mes collègues européens. Nous sommes le pays qui a le plus de normes au monde. Nous sommes
et de textes juridiques au monde. On est le pays le plus débordé de normes. Par contre, le problème, ce n'est pas la question des normes. Non, mais oui, mais Tchernobyl, ce n'est pas une question de normes. Non, ce n'est pas une question de normes. C'était une question de savoir est-ce que l'exposition avait lieu ou pas. Et ça, c'est un autre problème. Donc, notre problème n'est pas une question de normes dans notre pays. Notre problème, c'est la capacité que l'on a à mener les débats en général entre nous et d'atteindre un consensus sur des expositions ou pas. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas le fait d'avoir des normes ou pas, parce que les normes, on a les mêmes que celles qui s'appliquent à la plupart des pays européens. On trouve toujours sur un problème ou sur un autre une norme plus serrée que d'autres. Dans le domaine des téléphones portables, il y a des gens qui ont des normes plus serrées que celles qui sont appliquées en France. Mais la plupart du temps, nous avons des normes sur la plupart des sujets. Ce n'est pas la question, je crois, ici. Alors, effectivement, on ne pourra pas répondre à la question que vous posez de façon définitive. Je ne sais pas si on sera jamais capable d'y répondre. Je ne sais pas si on sera jamais capable d'y répondre, et ça, vous devez l'accepter avec nous, et donc trouver la façon de gérer le problème et le risque, alors qu'on ne sera peut-être jamais capable de répondre à la question, parce qu'on pose des questions dans le domaine de l'inobservable. Et si on est capable d'y répondre, eh bien, ça va prendre un certain temps. C'est difficile, mais c'est comme ça. Vous et moi, on a le même problème. Vous savez, moi, je n'ai pas d'action dans les entreprises de téléphone portable. Et puis, on fait pas un débat sur le téléphone portable, hein, du tout. Prenez un micro, s'il vous plaît. C'est comme si vous ne parliez pas. Tout est enregistré, personne ne saura jamais que vous l'avez dit. Merci de me le faire remarquer. En fait, les observations, on les a faites aussi sur des animaux. Puisqu'on s'est permis de faire ça, parce qu'on a trouvé effectivement, comme en face on nous disait, ben non, ce n'est pas les antennes. On a des postes d'observation actuellement qui sont en place, en Bretagne, et on a des observations de troubles chez les animaux de la même façon que pour les humains. On a des animaux de toute race. On a des vaches, des porcs, de la volaille énormément, qui est très, très sensible à tout ça. Et donc, en définitive, tout ça, je suis d'accord avec M. Lucien Abenaïm, il faut aller au consensus, il faut aller trouver une solution. Mais ce qui nous dérange, c'est ce qu'on attend, le consensus scientifique, pour qu'il y ait une décision. Vous nous avez dit tout à fait au début de l'exposé, on l'a vu dans le film, que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il ne faut pas agir. Donc, on est dans une situation où il y a des faits. C'est un état factuel, puisqu'il se passe des choses. Donc, acceptez d'aller les voir sur place. Acceptez de nous recevoir et de consulter avec nous notre travail. On a fait un travail de 2 ans et demi. J'ai une formation scientifique, je suis épidémiologiste aussi. Donc, je crois qu'on a le droit d'avoir un regard, mais on n'est pas dans les officiels. Ça, c'est sûr. Alors, vous ne pouvez pas nous dire qu'il y a une étude épidémiologique en cours qui va sortir en 2004 sur les antennes relais. Ou alors, je serais très ravie. Non, j'ai dit sur les téléphones portables. Voilà. Oui. Donc, le problème est le suivant, c'est ce que je soulève comme problème au jour d'aujourd'hui. On ne retient pas l'hypothèse d'un risque, donc on ne fait rien. Non, c'est faux. Et en 2004, il n'y aura pas de résultat non plus sur les riverains. Qu'est-ce qui se passe pour les riverains ? Je vais laisser poser les autres questions, on va répondre à les questions par une, sinon on finit un débat. Quand même, pour faire global, je vous rappelle que le débat sur... Je crois que tout le monde a compris, parce qu'en fait, il y a des études... Une seconde, merci. Là, je vous rappelle que le débat sur les téléphones portables, on l'a fait l'année dernière avec Jean-Pierre Lantin. Hein. Donc, on ne recommence pas le même, hein. On progresse un peu, quoi. Et en plus, il n'y a pas que ça. J'étais là l'an dernier déjà. Et il y était. Oui, madame. Je voulais dire que le professeur Santini avait fait un travail sur les téléphones portables. Ça a disparu et son laboratoire a été fermé. Pouvez-vous me dire pourquoi et qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Je ne connais pas du tout cette situation, ce cas. Alors, je vais répondre autant que je peux répondre, parce que je crois que, ou bien nous sommes ici entre personnes toutes responsables adultes, et on essaye de trouver une solution ensemble, ou on n'essaye pas de la trouver ensemble. Si vous voulez que je pontifie en vous disant voici la réponse, je vous répondrai qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Et cette incertitude, vous la créez autant que moi. Si vous utilisez les téléphones portables, probablement
autant que la plupart des gens dans notre pays. Donc, nous avons créé cette situation tous ensemble. Vous en êtes autant responsables que les autorités. Alors maintenant, la question... Oui, non, mais je fais exprès de vous le dire. Maintenant, la question, c'est comment nous allons régler ce problème d'incertitude sur le risque. D'abord, ce que les scientifiques nous disent, c'est que dans les niveaux d'exposition en question, il n'y a aucune donnée qui nous permette aujourd'hui d'affirmer, non seulement d'affirmer, ni même de soupçonner qu'on puisse avoir des risques notables associés à ces expositions. C'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre d'expériences sur ces questions, et je peux vous assurer que s'il y avait une épidémie associée au téléphone portable, avec l'explosion qu'il y a depuis 5 à 6 ans de l'exposition au téléphone portable dans le monde, on l'aurait vu. C'est-à-dire, on n'a pas aujourd'hui, alors qu'il y a probablement dans le monde plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, et qu'il n'y en avait pas il y a 10 ans, il est totalement inimaginable qu'on puisse avoir une épidémie associée à des problèmes aujourd'hui que l'on n'ait pas vu. Par contre, dans les expositions à faible dose et sur des effets à long terme, on est forcément dans une situation dans laquelle notre capacité d'observation des problèmes va prendre la durée en question. Donc 2004, c'est une date relativement tôt. Il n'est même pas évident que cette étude soit en mesure de porter les réponses pour 2004. Alors que faisons-nous en attendant? C'est la question que vous posez. C'est que faisons-nous en attendant? Nous avons émis des recommandations. Encore une fois, nous vous disons, n'utilisez pas les téléphones portables, utilisez les oreillettes aussi souvent que vous pouvez. N'utilisez pas les téléphones portables longtemps, aussi souvent que vous pouvez, en particulier pour les enfants. Ne mettez pas les antennes relais et ça pas pour des raisons de risque, encore une fois, mesurées, mais pour des raisons de gestion du risque par rapport aux populations, dans des faisceaux qui se dirigent sur des écoles et sur des hôpitaux ou dans des lieux de vie commune importante d'enfants, voilà, ou de personnes fragilisées. Il n'y a pas d'autre réponse à cette question que celle que je viens de vous donner. Non, excusez-moi. Saint-Saul-École, nous avons envoyé une enquête, une équipe pour faire une enquête épidémiologique. Je regrette qu'on n'ait pas présenté le vidéo sur le cluster de Vincennes. On aurait compris, ça nous aurait permis peut-être de gagner du temps. On a envoyé une enquête épidémiologique. Je suis désolé, pour l'instant, à Saint-Saul-École, nous n'avons pas de résultats qui nous permettent de penser qu'il y a une réelle augmentation du cancer dans cette zone. Et je peux vous assurer que s'il y en avait, je serais le premier à vous le dire, parce que le rôle du directeur général de la santé, c'est ça. Je ne pense pas avoir jamais caché le moindre problème, comme on sait, dans ces domaines-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous sortiraient un peu du téléphone portable? S'il vous plaît. Attendez, j'ai un micro, moi. Vous avez... voilà. Après moi, merci. Et voilà, bravo. Excusez-moi, oui. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une expérience dans une usine qui était trop d'hygiène, où c'était trop propre. Et la question qui me brûle les lèvres, c'est, il y a sûrement des gens plus compétents que moi qui pourraient la poser, mais c'est les problèmes de la normalisation européenne pour les fromages. Les fromages au lait cru, est-ce qu'on va plus en avoir? Parce que vraiment, là, on est en plein dans la panade avec ça, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Dites-nous un peu quelque chose là-dessus. J'espère qu'on va continuer à en avoir. Mais j'espère aussi qu'on ne va pas nous reprocher, quand il y a des épidémies de salmonellose, de ne pas avoir mis les normes qu'il fallait pour les empêcher. Mais le lait cru, est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est pas dangereux? Oui, il y a forcément des problèmes associés. Bien entendu, on a régulièrement des épidémies, soit d'hystériose, soit de salmonellose, soit qui sont associées à des... Mais enfin... C'est un problème connu depuis longtemps. Alors, la raison pour laquelle ça sort aujourd'hui, c'est celle que j'exposais tout à l'heure. Autrefois, quand on fabriquait un fromage, on le fabriquait et on le distribuait dans un village, voire 2-3 villages autour. Il y avait quelques dizaines de personnes exposées. Ce qui fait que quand il y avait un problème avec le produit en question, il y avait quelques malades. Aujourd'hui, on a des productions qui peuvent parfois être des productions industrielles sur de ou des systèmes de distribution
même de produits pas produits de façon industrielle, mais qui sont distribués très largement, ce qui fait qu'on a maintenant parfois des centaines de personnes exposées. Et donc on se retrouve à nouveau avec ce problème qui est que du coup, on voit apparaître des foyers épidémiques. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est ça le problème épidémiologique. Hein. Non, Jacques, parce que je ne veux plus revenir là, et il faut que j'en sorte. Merci. Oui. Je peux peut-être parler. Un micro, là. Si je peux me permettre. Pardon ? Les symptômes de la légionellose. Ah. La légionellose, c'est une maladie essentiellement pulmonaire, en fait. Ce sont des symptômes essentiellement pulmonaires qui ressemblent assez souvent à des symptômes associés comme un peu ceux de la grippe. Parler du césium 137. Je voudrais savoir si c'est dans vos compétences de nous dire pourquoi la France a pu monter deux fois. Qui c'est ? On vous voit pas. Ah, je suis là. Debout, debout. Ah oui, là-bas, oui, tout en haut. Oui. Mais elle est un peu dans le noir là-haut. Oui. Debout, mais dans le noir. Bon, très bien. Ah, non, très bien, je vous vois là, voilà. très bien. Parfait. Oui, si on peut continuer, ça m'arrange. C'est bon. C'est de savoir pourquoi on a pu monter deux fois les seuils de tolérance qu'on a en France, qui sont les plus hauts d'Europe quand même. Et ce que vous en pensez, s'il y a encore la possibilité de monter les seuils, puisque de toute façon, on n'a pas de réaction, à moins d'aller à très long terme. Et si on envisage nos risques sur l'âge des centrales les plus anciennes, et pourquoi de tout le festival, on n'a jamais eu aucune question sur nos risques de santé face au nucléaire en France. Je sais que c'est une énergie propre, mais c'est que les Français qui le disent. Vous voyez qu'il y en a une de question, la preuve. Oui. Alors, je vais malheureusement vous décevoir, mais sur ce sujet, toutes les questions qui ont rapport à la radioprotection et au risque nucléaire dépendent de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et pas de la Direction générale de la santé. C'est la question curieux, que vous me posiez. Non, mais vous m'avez posé, est-ce que ça relève de mes compétences ? Je réponds à cette question, mais vous êtes extraordinaire. Madame me demande, est-ce que ça relève de mes compétences ? Je relève non. Ça ne relève pas de mes compétences au point de vue gestion du risque. Ce n'est pas dans les responsabilités de la Direction générale de la santé. Bon, néanmoins, bien entendu, nous sommes quand même régulièrement interpellés sur ces questions. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu devrais faire un débat ici avec la direction de la sécurité nucléaire la prochaine fois, puisque Madame le demande. Donc, et puis se demander pourquoi il y a cette séparation, parce que la direction en question, si mes souvenirs sont exacts... C'est une décision décision qui a été prise par le gouvernement précédent, c'est-à-dire faire que la radioprotection et la sûreté nucléaire soient entièrement sous une direction qui dépend de 5 ministères, l'industrie, l'environnement, la santé, mais qui ne dépend pas de la Direction générale de la santé, qui est séparée. Donc c'est une direction qui est autonome et qui donc moi je n'ai, alors effectivement dans mes prérogatives je n'ai pas du tout, et du coup j'ai relativement personne chez moi qui a la compétence pour gérer ces questions, puisque ça ne fait pas partie des responsabilités de la Direction générale de la santé. Donc ma réponse est forcément à cette question un peu naïve, dans la mesure où ce n'est pas un sujet sur lequel je travaille régulièrement. Alors, je propose pour avoir une prophylaxie des maladies infectieuses, une technique... C'est nul ce que vous faites là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je propose pour avoir une prophylaxie des maladies infectieuses, une technique simple. Il suffit le matin de prendre du charbon, se passer de l'huile essentielle sur le corps, et comme ça on est protégé aussi bien par des virus que des bactéries, dans la mesure où ils ne sont pas trop importants, où ils ne sont pas trop virulents. Bien, écoutez, j'espère que ça fonctionne. Mais je n'avais pas fini sur la radioprotection. Alors, on va le laisser terminer sur la radioprotection. Donc, la réponse à cette question que je peux vous donner ne peut être qu'assez naïve. C'est vrai qu'on a... c'est typiquement une situation dans laquelle, le radiologique, c'est typiquement une situation dans laquelle on est à la fois en niveau d'exposition courant à des niveaux extrêmement bas, et en même temps dans un risque catastrophique, c'est-à-dire une situation
assez exemplaire de ce dont je parlais tout à l'heure, comme étant à la fois une situation à la fois de force et de vulnérabilité associée à la situation actuelle. La plus grande source d'exposition aujourd'hui au rayonnement ionisant, c'est très clairement la médecine. C'est-à-dire que c'est très clairement l'utilisation, et ça c'est une question qu'on a regardée d'assez près chez nous, l'utilisation à la fois des scanners, des appareils de radiologie, au point qu'effectivement aujourd'hui on se pose des questions sur une augmentation, sur des augmentations du risque de certains cancers associés à l'utilisation radiologique. Ça c'est un fait. Pour le reste, j'ai malheureusement pas la compétence pour vous répondre. Je ne connais pas la question du 16e 137. Dans le cadre de vos compétences sur la santé, quand même, est-ce qu'il ne serait pas primordial que vous ayez une relation directe avec le responsable de la santé militaire, justement? Parce que si un jour on a une catastrophe comme on a fait face à l'Erika ou au reste, pour faire face, on aura besoin de vous. Alors, si vous n'avez pas de relation interne, comment est-ce que vous pourrez faire face? Nous avons bien entendu des relations. Nous avons des réunions. Bon. Si vous parlez des problèmes de bioterrorisme en particulier, nous avons des réunions évidemment extrêmement fréquentes avec à la fois sur ce qu'on appelle le risque NRBC, c'est-à-dire nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Réunions pratiquement toutes les semaines. J'ai lu qu'Allemagne a acheté beaucoup de, peut-être 600 millions de lots de vaccins contre la variole. Qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce qu'on peut trouver un vaccin contre la variole en France et où? 600 millions de lots, mais je croyais qu'il n'y avait que 80 millions d'Allemands. Je ne sais pas. Ça m'étonne aussi, mais ce que j'ai lu, c'était énorme. Peut-être c'était une erreur dans la presse. Non, je crois qu'en fait, ce à quoi vous faites référence, c'est le fait que, à partir des lots, nous avons eu tous l'excellente surprise de découvrir qu'à partir des lots de vaccins que nous avions stockés depuis plusieurs années et que nous croyions pouvoir utiliser pour 3, 4 ou 5 millions de personnes, à partir de, pour des raisons techniques, à la fois l'utilisation d'aiguilles de vaccination très différentes de celles qui étaient utilisées autrefois, et à la fois aussi pour des raisons de dilution, on peut maintenant vacciner plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de personnes avec ces lots. Donc en fait, c'est probablement ça dont vous parlez. Donc en fait, nous avons plusieurs grands pays qui avaient conservé des lots de vaccins pour vacciner 3, 4, 5 millions de gens, ont très clairement les moyens de vacciner bien plus largement et toute la population actuellement grâce à ces lots, grâce à ces techniques. C'est ça dont vous parlez. Et ça répond à votre question, je pense. Mais pourquoi tout d'un coup on s'est mis à en reparler, notamment aux États-Unis? C'est que tout d'un coup on a des informations. Les Américains. Non, mais, alors je ne sais pas. Écoutez, alors là, moi je ne sais pas quelles informations les Américains ni quelles informations les services spécialisés en France ont. Nous ne sommes pas du tout informés de ces informations. Non, les Américains ont décidé de vacciner d'abord une équipe dédiée, nous aussi d'ailleurs. Et ensuite, on décidé d'élargir beaucoup plus largement parce qu'ils se sentent... vous savez, il y a eu une pression très très importante. J'en avais discuté avec le secrétaire d'État à la Santé américain, Amy Thompson, qui est donc l'équivalent du ministre de la Santé pour les États-Unis. Il y a quelque temps, nous avions eu une discussion et lui me disait que le vice-président des États-Unis voulait absolument vacciner toute la population des États-Unis. Et que lui-même, Amy Thompson, souhaitait pas du tout, même qu'il voulait vacciner très, très, très peu. Donc, ce qui m'a fait penser que non, je crois que c'est une question de pression. Il faut voir que le vaccin contre la variole, c'est pas une partie de plaisir tout le temps. On a des effets secondaires qui sont pas extrêmement fréquents, mais qui sont pas si rares que ça, et qui peuvent être extrêmement graves. Des encéphalites, des morts. De l'ordre, selon les experts, de quelques centaines de cas par million quand même. Donc, si vous vaccinez 100 millions de gens, vous allez avoir plusieurs centaines de personnes en chaise roulante ou mortes. Donc, c'est pas un truc à faire sans avoir mesuré vraiment la menace. Et là, par contre, il faut être prêt, ce que
Mais là, on est dans le cas du principe de précaution ou du principe de prévention? Là, c'est un problème un petit peu différent. Le principe, c'est sûr que si on était amené à utiliser le vaccin contre la variole de façon large, on serait dans le cadre du principe de prévention. On ne le ferait que si nous avions la conviction qu'il s'agit vraiment de prévenir la survenue assez large d'une épidémie, c'est clair. Alors en termes de précaution, on n'est pas tellement, ça ne relève pas de cette question. Il y a une question là-bas. Cela dit, on peut être amené à vacciner des gens pour avoir des équipes qui sont en mesure de répondre, de gérer s'il y avait une réintroduction du virus de la variole. Oui, monsieur. André Picot, je pense, là. Oui. Non debout, André, debout. Ah ben, il y a monsieur. Bon. Attends, un mot avant toi, André. Oui, une question concernant la contamination bactériologique de l'eau. Quelle est l'efficacité de la technique de stérilisation UVC? Est-ce que ça, c'est de nature, par exemple, à combattre la légionellose ou toute autre forme de contamination bactériologique? UVC, c'est celle cuivre, chimie, cuivre, etc. Non, UV, stérilisation UV, mais oui, dans la pardon. gamme C, c'est-à-dire les UV durs, ceux qui sont bactériologiques. Je ne suis pas compétent pour vous répondre à cette question. Je ne suis pas un technicien de ces questions, je suis désolé. André Picot. Je vais changer de registre, un registre que tu connais bien, qui est celui de la dioxine, et que j'aime beaucoup aussi. J'ai été frappé depuis quelque temps de nombreux appels de riverains, toujours c'est le même problème, qui se trouvent dans des régions où il y a des incinérateurs que l'on va appeler un peu pourris, qui ont craché pendant 10 ans, voire plus. Ils étaient hors normes, bien entendu, et où les populations commencent à se réveiller parce que, effectivement, par exemple, le dernier cas qu'on m'avait soumis, que tu connais sûrement, c'est cette dame qui est maire d'une petite ville là, autour de Melun, et qui constate dans sa municipalité qu'effectivement, il y a des gens qui sont très malades. Elle n'a pas d'incinérateur dans sa municipalité, mais dans la municipalité tout à côté, il y a un incinérateur de la variété que je viens de parler et qui est sous le vent pour l'autre municipalité. C'est-à-dire qu'eux ne reçoivent jamais de fumée et donc ils n'ont pas de problème, effectivement. Et ils sont très étonnés que cette dame commence à poser des tas de questions sur la santé de ses administrés. Alors la question précise que je voudrais te poser, c'est... Ces cas se multiplient. On voit qu'à Gilly, c'était des femmes qui allaitaient, qui ont été obligées de payer leurs propres analyses de leur lait pour se rendre compte qu'il y avait vraiment de la dioxine dans leur lait. Est-ce que, par hasard, on ne pourrait pas essayer, dans ce domaine de la dioxine, qu'on sait quand même que sûrement les risques ne doivent pas être si mineurs qu'on le pense, essayer de devancer un petit peu, effectivement, tous ces appels au secours de la population pour faire plus encore d'épidémiologie. Je sais qu'il y a d'excellentes équipes d'épidémiologie en France, que les gens font s'ils peuvent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas encore en faire plus? Merci d'avoir signalé que c'est un sujet qui... Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai effectivement étudié les effets de l'agent orange au Vietnam, c'est-à-dire c'était le défoliant que les Américains avaient utilisé pendant la guerre pour protéger leurs troupes, essentiellement en créant des zones de no man's land autour de leur base. Et ce défoliant contenait, l'agent orange, pour ceux qui s'en souviennent, contenait de la dioxine. Et donc j'avais mené une série d'études au Vietnam il y a quelques années sur cette question, sur les effets. Et on avait trouvé que 20 ans après l'utilisation de l'agent en question, il y avait encore de la dioxine dans la graisse des Vietnamiens. C'est-à-dire que c'était corrélé avec le lieu où ils étaient 20 ans avant par rapport... Donc c'est effectivement un produit toxique. À l'époque, il y avait une certaine incertitude sur les risques cancérigènes. Depuis, la dioxine a été reconnue très clairement comme un cancérigène on savait que c'était un cancérigène probable, puisque c'est le cancérigène le plus puissant qu'on connaisse chez l'animal.
et qu'il a été classé cancérigène probable chez l'homme, et depuis il a été classé cancérigène établi chez l'homme. Donc c'est très clairement un sujet qui nous préoccupe. Et effectivement, la réponse, donc plus précisément à ta question, c'est jusqu'à présent, avec les moyens épidémiologiques que nous avons, qui ne sont pas extraordinaires, nous sommes en mesure de répondre à des situations de crise quand elles surviennent. Donc j'envoie l'Institut de veille sanitaire. Bon, je ne connais pas ce dernier cas dont tu as parlé, mais sans doute que les gens de mes services, ça ne va pas tarder, les gens de mes services le connaissent sans doute. Bon, on envoie Gilly-sur-Isère, on fait un peu les pompiers. C'est sûr que on aurait besoin de plus de moyens pour une action plus large sur la dioxine dans le pays. Ça, c'est très clair. Du fait qu'on a quand même pendant assez longtemps gardé des incinérateurs qui crachaient pas mal, hein, donc pendant un certain temps, et qu'on a des populations relativement exposées. Alors, on envoie des équipes, c'est certainement pas suffisant, ça je suis d'accord avec toi là-dessus. Alors, cela dit, on fait face aussi à un problème dans notre pays qui est terrible, terrible absolument, c'est le fait qu'on a très très peu d'équipes en réalité et de gens formés dans ces domaines, comme tu le sais, parce que nous avons aussi bien en toxicologie qu'en épidémiologie, c'est des domaines dans lesquels il n'est pas facile de faire carrière au point de vue scientifique. Il n'est pas facile de... il y avait jusqu'à ce qu'on ait l'Institut de veille sanitaire, etc., il y avait très peu d'endroits où aller travailler quand on se formait, donc pourquoi se former? Et donc, on a un problème de vivier ici assez important. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on devrait en faire plus, c'est clair. On va prendre une dernière question. Je voudrais poser une question par rapport... Michel Rivasi. Je reconnais la voix de Michel Rivasi. Oui. Ah, où es-tu? Oui, je suis là, je suis devant là. Oui, je voulais te poser une question par rapport au vaccin. Parce que tu as été assez courageux à une époque pour dénoncer le fait qu'au niveau de l'hépatite B, il y avait eu quand même des conséquences sur certaines personnes, notamment des médecins, par rapport à des scléroses en plaques. Et ça n'a pas été évident d'ailleurs de le dénoncer par rapport à certains ministres. Mais lorsque j'avais fait l'étude sur les militaires de la guerre du Golfe, il y avait eu des gens qui s'étaient posé des questions, notamment des scientifiques, sur les adjuvants des vaccins qui contenaient de l'aluminium. Et il y a une nouvelle maladie, qui est la myopathies musculaire, qui montre que certaines personnes supportent mal ces adjuvants à base d'aluminium. Est-ce que tu as le pouvoir de faire en sorte à ce qu'au niveau de l'Institut Pasteur ou l'Institut Mérieux, de modifier l'adjuvant qui peut provoquer des maladies, notamment neuromusculaires, vis-à-vis des gens qui se vaccinent, par rapport au tétanos, qui en contient beaucoup, par rapport à l'hépatite B, par rapport à certains vaccins, justement, qui utilisent ces adjuvants à base d'aluminium? Merci. Alors sur les vaccins hépatite B, ce que j'avais fait, c'était, non pas dénoncer, mais ce que j'avais fait, c'est reconnaître le fait que quand des experts disaient que il y avait certaines personnes vaccinées avaient une sclérose en plaques, j'avais accepté d'indemniser les personnes en question, même s'il y avait une incertitude scientifique sur la question. C'est-à-dire que, et donc du coup, ça avait été effectivement pas forcément toujours bien apprécié, mais je crois que c'était, on devait, puisque les gens avaient été vaccinés de façon obligatoire, on se devait de les indemniser si même, et ne pas attendre la certitude scientifique sur la question pour le faire. Donc effectivement, ça a créé un peu de vague. Sur les autres vaccins, sur la question de l'aluminium, sur la myofasciite à macrophage, j'ai personnellement demandé que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, la SAPS, finance l'étude, parce qu'elle avait été retoquée 2 ou 3 fois, qui avait été proposée par l'équipe qui avait soulevé la question, parce que je trouve que c'est important de faire cette étude, même si elle n'était pas, si elle présentait pas toutes les garanties, etc., parce que c'est difficile à faire comme étude. Donc je pense que c'est un sujet à suivre. Pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de réponse. Est-ce que j'ai le pouvoir? En réalité, même pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, mais c'est pas une question de langue de bois, hein, je veux dire, aujourd'hui, c'est les entreprises, enfin, on a le pouvoir d'interdire la production, et donc les agences qui sont sous ma responsabilité, mais qui ont, il faut le savoir, une autonomie, hein, je ne veux pas me défausser, mais elles ont une autonomie de par la loi de décision, auquel le ministre ne peut s'opposer que de façon très exceptionnelle. Mais enfin, je peux quand même les saisir, ce que je fais régulièrement, et les agences pourraient, si elles trouvaient qu'il y avait un problème particulier, interdire l'utilisation de ces produits. Alors, il faudrait se poser à ce moment-là, à chaque fois que j'ai posé la question en disant, bon, ben, pourquoi
Pourquoi? Puisqu'il y a des questions qui sont posées, même si on n'a pas de réponse, attendre de savoir s'il va y avoir une réponse, etc. La réponse qu'on me donne, c'est oui, mais on a absolument besoin de l'aluminium, du mercure, enfin, etc. Parce que c'est toute une série de produits dans ces vaccins pour pouvoir assurer leur stabilité. Et donc, il n'y a pas d'autre technique. Sinon, il faut qu'on retire les vaccins au complet. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Je n'ai pas les moyens de savoir si les industriels pourraient faire autrement, point de vue technologique. À chaque fois que j'ai posé la question aux industriels, je les ai rencontrés, ils m'ont répondu ça, c'est notre seule technologie. Nous n'avons aucun intérêt à utiliser ces produits. Si on le fait, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, c'est retirer le vaccin ou garder l'aluminium. Et je ne vois pas comment on peut... je ne vois pas ce que je peux répondre à ça, sauf retirer le vaccin. Parce qu'il faut bien voir que ce n'est pas l'État qui produit les vaccins, comme tu le sais. C'est les industriels. Et de ce point de vue-là, nous sommes dépendants. Enfin, tu poses un sacré problème. Ça veut dire qu'il n'existe pas de contre-pouvoir, d'organisme officiel capable de contrôler les industriels eux-mêmes. Toi-même, tu dis, j'ai pas la possibilité, d'une part, par le manque de moyens que j'ai, donc ça, c'est quand même politique. Il faudrait que tu demandes plus de moyens. Deuxièmement... Non, j'ai pas envie. Ben, tout à l'heure, il y a une question sur la radioactivité, je vais bien y répondre tout à l'heure. Parce que son problème, c'est qu'il a perdu la radioprotection. Hein, c'est maintenant la Direction générale de la sûreté nucléaire qui a la radioprotection, et la Direction générale de la santé n'a plus la radioprotection. Michel, tu nous en parles à la table ronde de ce soir. Oui, je vais en parler tout à l'heure. Voilà, ouais. Mais quand même, le problème de fond, c'est qu'on n'a pas de service officiel capable de contrôler les lobbies pharmaceutiques. Non, ça, c'est pas les vrai. Lobbies industriels. Et le patient, le consommateur, se renvoie à la Direction générale de la santé en disant « Mais où sont les études ?» Et toi-même, tu dis ben, « Les études, elles se feront en 2004. Les études, je n'ai pas assez de moyens, tout ça. » C'est pour ça qu'il y a ce climat de méfiance vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis des lobbies. Et il faudrait peut-être que tu le dises, toi aussi. Non, mais écoute, là-dessus, il se trouve que sur le médicament, c'est un sujet que je connais un peu, comme tu le sais, puisque... C'est à la suite de mes études qu'on a retiré les coupes-fins au plan mondial et que je suis actuellement encore sur le coup de poursuite par les laboratoires à titre personnel dans plusieurs pays du monde. Donc, je suis particulièrement sensible à cette question. Donc, c'est vrai que que c'est une situation particulièrement difficile. Mais c'est vrai aussi que là, on a une agence, la SAPS, où il y a un millier de personnes maintenant. Il y avait avant la direction de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé, c'était 150 personnes. Maintenant, on a créé une agence en 93 qui ensuite est devenue Produits Santé, où il y a 1000 personnes aujourd'hui pour contrôler. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Je veux dire, la direction générale de la santé, c'est 350. Juste sur le médicament et les produits de santé, il y a 1000 personnes. Donc, c'est une agence qui est sous ma tutelle, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on ne fait rien. Mais c'est vrai, et puis en plus, il y a des agences, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan des médicaments, des produits de santé, c'est une des industries les plus puissantes du monde. Elle est extrêmement bien organisée. Elle est très soutenue au point de vue européen. Elle est très soutenue parce qu'elle est productrice d'emplois, productrice de richesses, etc. Elle est aussi productrice quand même de médicaments dont on a souvent besoin. Et donc, voilà. Mais c'est vrai aussi que ce n'est pas toujours le cas. Moi, je me souviens quand sont arrivés sur le marché des anti-inflammatoires de nouvelle génération, je me suis opposé au remboursement du premier parce que je trouvais qu'il n'était pas si extraordinaire que ça. Il y a eu une campagne de presse, une campagne inouïe sur le fait qu'on ne remboursait pas le produit. Les patients, parce qu'ici, on a des gens qui se plaignent sur les risques, mais moi, je vais souvent dans les assemblées, pratiquement, où j'ai pratiquement l'inverse, des tas de gens qui se lèvent dans la salle en disant « Pourquoi on ne m'a pas encore remboursé ce médicament qui est extraordinaire ?» Enfin, c'est un truc qui m'arrive pratiquement toutes les semaines, donc avec des pressions très fortes aussi. Et sur ce produit-là que j'avais refusé de rembourser, j'ai été poursuivi au comité national d'éthique parce que j'avais refusé de rembourser. Bon, finalement, il a été remboursé. On s'est rendu compte 2 mois après son remboursement qu'il produisait des effets cardiaques graves. Donc, c'est un
c'est un sujet qui est, enfin, c'est une lutte qui est effectivement quotidienne. Sur le sujet en question, je pense quand même qu'on a aujourd'hui des moyens qui sont sans commune mesure avec ce qu'on avait avant. Mais c'est sûr que ça demande une vigilance assez forte. Là où on est très faible dans notre pays, et ce n'est pas une question de moyens, parce que quand je dis l'étude 2004, ce n'est pas une question de moyens, l'étude sur les cancers portables. C'est que ça prend 3 ou 4 ans pour faire l'étude. Ça ne se fait pas comme ça, c'est long. Là où on est faible dans notre pays, et où on est encore faible, on était nul, maintenant on n'est que faible, c'est dans la capacité à mettre sur pied des études de suivi après la mise sur le marché des médicaments. Et j'ai imposé, depuis que je suis à la Direction générale de la santé, que les firmes effectuent systématiquement des études de suivi après la mise sur le marché des médicaments, et que par ailleurs nous menions avec la Caisse d'assurance maladie un accès aux bases de données de l'assurance maladie pour pouvoir suivre les produits en question sous forme de cohorte épidémiologique. Je dis qu'on était nuls parce que moi, j'ai vécu comme 15 ans au Canada, c'est des études que je faisais au Canada, que les Américains font, que les Anglais font, et on ne faisait rien dans notre pays, ou très peu, parce qu'on n'avait pas de système d'information. Alors là, maintenant, on a pu mettre un peu sur pied le système d'information, mais c'est pas suffisant. C'est pas juste une question de moyens, là, c'est une question aussi de compétences. Mais c'est vrai, mais je crois que là, on avance quand même. C'est un domaine dans lequel on avance. Ça y est. Bon, on va arrêter. J'ai demandé la parole il y a déjà 20 minutes. Oui, mais j'ai 25 minutes de retard. Alors je vais m'adresser à tout le monde ici, sans micro. Mais avec courtoisie, j'espère que tu assez de respect vis-à-vis des gens. Ah, merci. Et le respect... Voilà, c'est très simple. Je suis bref. Mais je suis honnête. Il n'y a personne qui prend... Non, personne ne me parle comme ça. Stop, tu coupes le micro. Je suis désolé, personne ne me parle comme ça. Tu coupes le micro. Vous n'êtes pas censuré, c'est sûrement pas ici que vous pouvez oser dire ça. D'accord? Mais vous m'excusez, l'organisation est très lourde à gérer. Je dis que j'ai dépassé pour vous de 20 minutes, qu'il y a d'autres choses que votre préoccupation et qui est celle de faire tourner tout le festival. Donc, vous avez encore le moyen de vous exprimer tout à l'heure à 18h. Je suis désolé, vous n'avez pas à essayer de prendre le pouvoir où que ce soit. Je suis obligé de couper. Vous pouvez comprendre ça? Donc tu coupes le micro du monsieur. Merci. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie d'être venu. Je trouve un petit peu dommage que ça finisse comme ça. Merci quand même.